tous. Je vais déjà commencer par vous remercier d'être venus et puis remercier Paul de m'avoir donné l'opportunité de présenter mes travaux de recherche. Donc le titre de la présentation, c'est « Des archées pour comprendre le cancer ». Et vous verrez que ça c'est un titre très général et que plus particulièrement, mon travail au quotidien au laboratoire, c'est de comprendre comment se fait le redémarrage de la réplication chez une archée en particulier qui s'appelle Alopherex volcani. D'accord. Et donc je suis Roxane Destini, donc comme l'a dit Paul. Donc je suis enseignant-chercheur dans un laboratoire qui est situé à l'école polytechnique à Palaiseau, donc au sud de Paris. Donc il s'appelle le laboratoire d'optique et de biosciences. Donc il regroupe une cinquantaine de personnes, dont une trentaine de chercheurs. Et en fait, le but de ce laboratoire, c'est d'amener en synergie biologistes et physiciens, notamment en optique, pour favoriser la synergie et nous permettre de faire émerger des nouveaux outils, des nouveaux concepts, et d'aller plus loin dans la compréhension multi-échelle de la protéine aux cellules jusqu'au tissu. Donc en fait, on est divisé en 4 pôles, avec des biologistes moléculaires et cellulaires, dont je fais partie, 2 pôles sur la microscopie avancée et de la nano-imagerie, et puis un pôle qui s'intéresse à la dynamique des biomolécules à l'échelle de la femtoseconde, donc c'est à 10 puissance moins 15 secondes, donc c'est des phénomènes qui se produisent de façon extrêmement rapide au sein des protéines. Et on a 3 tutelles, donc l'école polytechnique, le CNRS et l'INSERM. Donc moi je fais partie de ces biologistes moléculaires et cellulaires, donc je fais partie du pôle qui s'appelle adaptation microbienne. Et moi je m'intéresse à essayer de comprendre quelles sont les protéines qui sont impliquées dans la stabilité du génome. Donc là ce que je vous montre sur cette photo, ce sont des chromosomes de patients atteints d'une maladie génétique rare qu'on appelle l'anémie de Fanconi. Donc le chromosome, c'est la structure la plus condensée de notre ADN. C'est ce qui vous est représenté ici. Il y a de multiples étapes de condensation. Et donc la moins condensée, c'est la molécule, la double hélice telle qu'on a l'habitude de la voir. Et la plus condensée, c'est jusqu'au chromosome que vous voyez ici. Et en fait, ce que vous voyez chez ces patients, c'est qu'en fait, leurs chromosomes sont cassés. Pardon. Voilà, qui est fait une présentation ici. Vous voyez qu'ici, il manque un bout du chromosome. En fait, chez ces patients, il y a des défauts dans les mécanismes de surveillance et de réparation du génome qui conduisent à ce genre de cassure des chromosomes. Et ensuite, il peut y avoir de mauvaises réparations qui vont conduire à des remaniements chromosomiques qui sont très importants. Là, vous avez un chromosome ici qui est cassé, qui a été en fait du coup réparé et rabouté à un autre chromosome, ce qui est complètement aberrant. Ici, vous avez 2 chromosomes cassés qui du coup sont retrouvés tous les 2 ensemble. Et donc en fait, l'étude de ces maladies, il y a plusieurs maladies comme ça, qu'on appelle des maladies cassantes, donc ils vont créer ce genre de cassure de l'ADN. Ce qu'elles ont montré, c'est qu'il y a un lien strict entre la stabilité du génome, donc d'être capable de préserver l'intégrité de notre molécule d'ADN, et la prédisposition au cancer. Et donc de comprendre comment une cellule fait pour garantir l'intégrité génétique, c'est vraiment un enjeu crucial pour la compréhension de ces maladies. Mais bien entendu, c'est extrêmement complexe. Et souvent, ce type de cassure, donc il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent les produire. Un notamment, pendant un processus particulier qui est la réplication de l'ADN, vont pouvoir se produire ce genre de cassure. Donc la réplication de l'ADN, c'est le processus par lequel une cellule qui va vouloir proliférer, se diviser pour donner 2 cellules, va devoir commencer par répliquer son ADN, c'est-à-dire dupliquer son matériel génétique, pour que chaque cellule fille puisse hériter d'une molécule d'ADN semblable à la cellule mère. Donc on a tous les êtres vivants, donc quand je dis êtres vivants, j'exclus les virus, ont un génome qui est formé d'une molécule d'ADN double brin. Et vous allez voir que les principes moléculaires de la façon dont on réplique cet ADN sont conservés chez tous les êtres vivants. Donc vous avez votre molécule d'ADN double brin. La première étape, lors de la réplication, ça va être d'ouvrir cette molécule d'ADN. Donc là, il a sauté une étape, mais c'est pas grave, j'avais jugé. On ouvre la molécule d'ADN pour former une zone qui va s'appeler l'origine de réplication, qui est simple brin, sur laquelle on va charger toutes les protéines qui vont être nécessaires à la réplication. Quand je dis toutes les protéines, vous avez une cinquantaine de protéines qui vont venir sur l'ADN, qui vont chacune faire différentes choses pour permettre cette réplication. Ici,
je vous en ai représenté que vraiment les principales, et c'est vraiment extrêmement schématique. Ici, par exemple, vous avez l'hélicase qui va ouvrir l'ADN de bras. Là, ici, ce qu'on appelle une fourche de réplication, c'est-à-dire cet ADN ouvert avec les molécules qui sont dessus qui progressent. Ici, vous avez une fourche qui progresse de la droite vers la gauche, vers l'extérieur. Donc ici, vous avez l'ADN, hélicase qui va ouvrir l'ADN double brin. Ici, sur chacun des brins, vous avez l'ADN polymérase qui, elle, va faire la synthèse de l'ADN. Vous avez ici des facteurs qui vont assurer que ces trois activités se font de façon coordonnée, qu'il n'y en a pas une qui va plus vite que l'autre ou plus lentement. Et je vous ai représenté ici ces petites boules bleues qui sont en fait des protéines de fixation à l'ADN simple brun qui vont venir le protéger et empêcher qu'il lui arrive des dommages justement avant que se fasse cette synthèse. D'accord? Et je vous les ai représentées parce qu'on en parlera par la suite. On appelle ces protéines des protéines de fixation à l'ADN simple brun. Donc vous formez une fourche, donc encore une fois c'est une version extrêmement simplifiée, il y a beaucoup d'autres acteurs. Et vous allez pouvoir synthétiser l'ADN grâce à ces polymérases, selon la base d'appariement que souvent beaucoup de gens connaissent, qui est qu'en face d'une base A, adénine, on va mettre une base T, thymine, ou qu'en face d'une base C, cytosine, on va mettre un G, guanine. D'accord? Et donc en fait, on a une réplication d'ADN qu'on appelle semi-conservative. Vous avez le brin matrice bleu, et en face, l'ADN polymérase va pouvoir synthétiser un brin rouge complémentaire. En fait, quand vous avez ce genre d'origine de réplication, vous chargez une fourche de réplication qui va partir ici vers la gauche, vous en chargez une autre qui va partir vers la droite, et vous allez comme ça pouvoir répliquer l'intégralité de votre molécule d'ADN. Et à partir d'une molécule double brin, vous obtenez deux molécules double brin strictement identiques l'une à l'autre. D'accord? Ça, c'est les principes fondamentaux de la réplication. Et quand on regarde chez l'ensemble des êtres vivants, au cours de l'évolution, ce sont des mécanismes, comme je vous l'ai dit, qui sont extrêmement bien conservés. Donc là, vous avez un arbre de l'évolution. Nous, les humains, on fait partie de ce qu'on appelle les eucaryotes, qui comprend les animaux et les végétaux. Et on est constitué de cellules, dont notre ADN, dont l'ADN est dans un compartiment spécifique qu'on appelle le noyau. D'accord? Donc ça, tout ça, ce sont les êtres vivants qu'on appelle les eucaryotes. À l'autre bout, vous avez le deuxième domaine du vivant qu'on appelle les bactéries, que tout le monde connaît, qui sont des micro-organismes qui, eux, n'ont pas l'ADN dans un compartiment spécifique. On parle souvent de prokaryotes. D'accord? Mais bien qu'on soit extrêmement différents, si je vous montre un schéma des fourches de réplication, de tous les acteurs qui font la réplication, les protéines ne sont pas les mêmes, mais comme vous voyez, c'est quand même extrêmement similaire. Et donc on a appris énormément de choses sur les bases moléculaires de la réplication et de la stabilité du génome en étudiant les bactéries, parce que les principes fondamentaux sont conservés des bactéries jusqu'aux eucaryotes. D'accord? Et depuis les années 70, au milieu de cet arbre, vous avez maintenant un troisième domaine du vivant qu'on appelle les archées. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens en ont déjà entendu parler. Oui, non. Alors, vous allez voir, j'espère que vous sortirez de cette conférence avec l'idée que les archées sont importants et gagnent à être connus. Donc, les archées, c'est ces micro-organismes, ce que vous voyez ici, et qu'en fait, on connaît depuis très longtemps, mais qu'on a distingué des bactéries et des eucaryotes que depuis les années 70. C'est les travaux de Carl Woese qui ont permis ça, et c'est parce qu'il est allé les étudier au niveau moléculaire, vraiment sur ce qui compose ces cellules. Et ces travaux l'ont mené à dire, en fait, elles sont significativement différentes des bactéries, significativement différentes des eucaryotes, et ça nécessite de créer un troisième domaine du vivant, qu'il a appelé archée. Au début, ça s'appelait archébactéries, et parce que les gens confondaient, alors en fait, elles sont vraiment distinctes des bactéries, on a enlevé le bactérie à la fin et on ne garde plus qu'archée. D'accord? Donc ce sont ces micro-organismes-là. Alors souvent, les gens qui ont entendu parler d'archée, quand on leur parle d'archée, ils pensent aux microbes de l'enfer. C'est-à-dire que ce sont des organismes, effectivement, qui sont capables de s'adapter à des environnements extrêmes. Donc là, je vous montre une photo d'un lac volcanique dans le parc de Yellowstone aux États-Unis. Donc des températures très chaudes. Des pH, il y a des pH extrêmement acides. Et si vous voyez ces auréoles de couleur, en fait, c'est des gradients de température et de pH. Et en fait, c'est du coup des environnements colonisés par différents micro-organismes, dont des archées.
Donc vous avez des archées qui sont capables de pousser dans des sources chaudes à des températures qui avoisinent les 100 degrés. Vous avez des archées qui vont pouvoir pousser dans des températures un peu plus fraîches, 80, mais à des pH de 2, 3, donc très acides, extrêmement acides. Donc ça, c'est un type d'environnement extrême dans lesquels vous pouvez les trouver. Vous pouvez aussi les trouver, par exemple, dans des cheminées hydrothermales à 300 mètres de profondeur dans les océans, donc sans oxygène. Donc effectivement, c'est quand même les championnes de l'adaptation à des environnements extrêmes. Le record de température, qui est de 113 degrés, est détenu par une archée. Donc un organisme capable de proliférer et de se diviser, et de faire tout son métabolisme à 113 degrés. Mais elles ne sont pas que dans des environnements extrêmes. En fait, il y en a dans le sol, il y en a dans les océans, il y en a dans les marais. Et il y en a même dans notre microbiote. Donc ce qu'on appelle le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qu'on a avec nous. Donc on en a dans la bouche, dans la peau, dans nos voies respiratoires, dans notre intestin, notamment, d'accord? Donc c'est beaucoup des bactéries. Donc vous allez voir que c'est pas que. Quand on dit beaucoup, dans le microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qu'on a dans notre intestin, ça correspond à peu près à 10 puissance 14 bactéries. C'est 10 fois plus que la totalité de nos cellules humaines. Et donc ce microbiote, donc tous ces micro-organismes qu'on a avec nous, ils nous sont utiles, ils servent de barrière, ils empêchent les mauvais micro-organismes de venir. Ils servent aussi d'éducateurs à notre système immunitaire. Et dans le cas du microbiote intestinal, ils sont aussi utiles à l'assimilation, à la digestion de nos aliments. Et on sait maintenant, donc c'est le sujet, je pense que vous en avez tous entendu parler, parce que maintenant c'est un sujet qui commence beaucoup à être exploré. Donc on arrive maintenant à avoir beaucoup plus d'informations dessus et à comprendre que c'est vraiment un enjeu majeur de comprendre comment se fait cette interaction avec nos micro-organismes. Surtout parce que dans le cas de ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de notre flore intestinale, on se rend compte que ça peut créer des maladies, et c'est notamment le cas dans les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin, type maladie de Crohn, ou dans le cancer colorectal. C'est aussi le cas, par exemple, de l'obésité, où certains parlent même pour l'autisme, mais je pense que ça n'a pas encore été complètement... il y a un lien, mais je ne sais pas si le lien de causalité a vraiment été montré. Ouais, il y a des gens qui parlent de super pouvoir du ventre, de deuxième cerveau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train d'émerger. Et donc je pense que vous me voyez venir. Au milieu de tous ces microbiotes où vous trouvez beaucoup de bactéries, et ben vous trouvez des archées dans la cavité buccale, donc on en a en fait dans notre plaque dentaire. Vous en trouvez sur notre peau, il y en a notamment dans le nombril, et vous en trouvez dans notre intestin. Et dans notre intestin, les types d'archées qu'on trouve, c'est des méthanogènes. Et les méthanogènes, c'est un groupe d'archées, parmi d'autres, mais c'est les seuls organismes vivants qui sont capables de former du méthane, de synthétiser le méthane. Donc on en a tous a priori dans notre microbiote, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, on ne sait pas si ça sert aux bactéries qui sont avec, est-ce que ça nous sert directement. Ça c'est encore une question en suspens et je pense à laquelle on va essayer de répondre. Ce qui est sûr, c'est que le méthane, c'est un gaz à effet de serre puissant, plus puissant que le CO2. Actuellement, j'ai lu dernièrement qu'il était responsable de 20% du réchauffement climatique. D'accord? Et en France, en 2008, ces méthanogènes que vous trouvez en fait dans le tractus intestinal du bétail, chez la vache, ça représentait quand même 16% des émissions de méthane français. Et donc ça, c'est dû à notre petit archée dans le tractus de la vache. Donc plus on en apprendra aussi sur ces organismes, plus on sera capable de comprendre quel impact elles ont dans le tractus intestinal sur le fonctionnement des vaches, et éventuellement on pourra avoir un impact dessus. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter les archées un peu de façon générale. Si on en vient à la réplication et si on en vient à l'organisme sur lequel moi je travaille, donc je travaille pas sur une... Ah oui, ça c'est juste un petit film, alors je sais pas s'il va chancer. Je vais essayer de voir s'il clique. En fait, c'est un collègue de l'université de York en Angleterre qui travaille lui sur des méthanogènes.
Donc je vous ai dit qu'il y en avait partout, on sait qu'il y en a dans les lacs et les marais. Ça avait été montré en 1776 par un physicien italien, par Volta. Et donc il s'est dit, je vais aller dans le lac de l'université à York, et je vais regarder si je vois des émissions de méthane. Donc en fait il a fait un entonnoir comme ça qu'il a mis au-dessus du lac, et ils ont récupéré un peu le gaz, et ils ont essayé d'enflammer pour voir ce que ça donnait. Ils ont été surpris, non, mais je sais pas si a priori ça se sait, vous allez voir la taille de la flamme. C'est de folie. Il veut ou pas? Non. Code. Bah tant pis, vous ne verrez pas, c'est la faute de mon ordinateur qui a perdu son disque dur dans l'avion. Oui. En fait, il reste 2 secondes, ils inflamment, ils ont une flamme, il a failli se brûler, ça lui passe par-dessus, la flamme, elle est grande comme ça. Alors qu'il est juste dans le lac de York, ils ont fait ça en 5 minutes. Pour vous dire que, très clairement, des archées, il y en a partout dans l'environnement et qu'elles ont un impact important qu'on commence seulement à comprendre parce qu'on commence aussi seulement à les découvrir et à travailler dessus. Et donc moi, je travaille sur Halopherax volcani, donc qui doit son nom au microbiologiste Benjamin Volcani qui l'a découverte, et qui n'a pas été isolé d'un volcan, mais qui a été isolé de la mer Morte. Et là, ce que vous voyez, c'est un lac salé en Bolivie. Donc vous voyez que c'est rouge, et si vous regardez ces micro-organismes dont on fait pousser en laboratoire, là, ce que vous voyez, les petits points rouges, ça correspond à une colonie, c'est-à-dire à une archée qui s'est développée sur elle-même. Là, ça prend 4 jours. Ces points rouges, ça représente environ 10 puissance 9, donc 1 milliard d'organismes, qui du coup sont très petits, mais qu'on finit par voir à l'œil nu. Et vous voyez qu'elles sont très rouges. En fait, leurs membranes, comme beaucoup des micro-organismes qui poussent dans ce genre d'environnement, sont pleines d'un pigment rouge, un caroténoïde. Et pour l'anecdote, c'est grâce à ce pigment que les flamants roses sont roses. Là, sur la photo, vous avez des petits flamants roses. En fait, les flamants roses se nourrissent d'une crevette qui elle-même se nourrit de ce genre de micro-organismes. Et donc, tout le long de la chaîne, leur pigment s'accumule. Si les flamants roses, en bout de chaîne, au début de la chaîne, n'avaient pas ce genre de micro-organismes, ils seraient gris. Et apparemment, dans un certain nombre de zoos, justement, s'ils n'ont pas des crevettes roses, ils doivent être complémentés en colorant naturel pour que justement ils gardent leur couleur rose. Donc ça c'est pour l'anecdote. Moi je trouve jolie ma petite Halopherax sur sa boîte rouge, mais ça ne m'est pas plus utile que ça. Donc elle a été isolée en mer Morte, elle pousse dans des conditions de sel très élevées. Il y a 17 fois plus de sel que nos cellules ont besoin, que le sérum physiologique. À part ça, elle pousse pas à des températures très hautes, elle pousse à 45 degrés, donc la plupart de nos cellules c'est 37, donc c'est pas beaucoup plus élevé, donc c'est ce qu'on appelle un mésophile, c'est une température intermédiaire. Par contre, de molaire sel, moi si je resuspends mes cellules dans l'eau, elles explosent. Elles se sont complètement adaptées à cette forte concentration en sel, et elles ont autant de sel à l'intérieur de la cellule qu'il y en a à l'extérieur. Ce qui rend du coup par contre un certain nombre de manipulations un peu compliquées, parce que moi, quand j'arrive sur les appareils avec du 2 molaire sel, les gens, la plupart du temps, ils veulent pas que je les utilise. Ils ont peur. Et donc, si on en revient à la réplication, en fait, ce qui m'intéresse particulièrement chez ces archées, c'est que les protéines qu'elles utilisent pour leur ADN et pour un certain nombre de processus fondamentaux sont très similaires en fait à nos protéines à nous. Ne sont pas pareilles que celles des bactéries et sont très similaires de notre version à nous de ces protéines, et elles représentent une sorte de version simplifiée. Quelque chose de plus simple mais d'extrêmement identique. Donc du coup ça en fait des très bons modèles d'études, si tant est qu'on arrive à les manipuler. Et j'espère vous convaincre qu'avec Halopherax on a un certain nombre d'outils qui vont nous permettre d'aborder ces questions très complexes et qui en font des organismes pertinents. Donc pour vous convaincre un peu plus et pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va revenir à la réplication, on va revenir à la molécule d'ADN dans son ensemble, c'est-à-dire à l'échelle du génome. Chez les eucaryotes, je vous ai dit que notre ADN il est dans un compartiment spécifique qu'on appelle le noyau. Et notre molécule d'ADN, notre chromosome, ce sont des molécules d'ADN qui sont linéaires. Donc là, c'est la représentation qu'on connaît le plus souvent. Vous savez que nous, on a 23 paires
de chromosomes qui sont chacune des molécules linéaires. Donc comment on va les répliquer? Si on représente un chromosome ici comme un double brin linéaire, en fait, les boules représentent différentes origines de réplication. Vous allez initier la réplication à différents endroits, parce que c'est une très longue molécule, et ça va vous permettre de répliquer votre ADN comme je vous l'ai expliqué précédemment. D'accord? Donc si on se remet sur ce qu'on connaît, là, si on se remet à l'échelle d'une cellule, donc là, je vous représente une seule paire de chromosomes. Donc encore une fois, nous, on en a 23 à gérer, mais de la même façon. Si votre cellule veut proliférer, il va falloir qu'elle commence par dupliquer son génome, par faire sa réplication. C'est ce qu'elle fait là, et c'est la représentation du chromosome qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, ça représente un chromosome qui vient d'être répliqué, donc qui contient une double quantité d'ADN, en fait. D'accord? Donc il y a ce qu'on appelle deux bras, en fait, c'est deux chromatides. Et au moment de la division, chacune des chromatides va être héritée par la cellule fille. De sorte que si je vous enlève le code couleur en rouge, l'ADN qui vient d'être synthétisé, en bleu, la matrice, et que je vous remets le même code couleur que pour la maman, ben en fait, elles ont chacune exactement les mêmes paires de chromosomes que la cellule mère. D'accord? Donc ça, c'est chez nous. C'est ce qui se passe au niveau des eucaryotes. Et en fait, si on zoome un peu ici, entre deux fourches de réplication, donc vous avez initié la réplication, puis vous avez une des machineries qui arrive de la droite vers la gauche. Et ici, vous avez la machinerie qui a été répliquée, qui a été assemblée ici, qui progresse, elle, de la droite vers la gauche. Donc en fait, elles se rencontrent. Si elles progressent chacune à la même vitesse, elles vont se rencontrer au milieu, schématiquement, de ce brin d'ADN. Et pendant longtemps, ce qu'on s'est dit, c'est que comme il y avait beaucoup d'origines de réplication le long du chromosome, quand il y a un arrêt d'une fourche, parce qu'il y a une molécule qui est sur l'ADN qui ne devrait pas y être, parce qu'il y a eu un problème avec une des protéines, pendant longtemps, on s'est dit, bah, en fait, c'est pas très grave. C'est pas très grave, pourquoi? Parce que finalement, bah, la fourche qui est de l'autre côté, elle va juste avoir plus de chemin à parcourir, ça va prendre un peu plus de temps, et au final, on va pouvoir répliquer notre ADN. Donc ça ne sera pas trop un problème. Alors qu'on sait depuis longtemps que ça, par contre, c'est un gros problème chez les bactéries. Pourquoi c'est un problème? Parce que chez les bactéries, elles ont un chromosome qui est circulaire. Elles, leur chromosome, c'est un rond. Alors au niveau des échelles, je ne vous en ai pas parlé, mais nous, c'est plusieurs milliards de paires de bases. Les bactéries, c'est plusieurs millions. D'accord? On a 10 puissance 3 de moins de paires de bases à gérer. Donc les bactéries, c'est un chromosome circulaire. Et en fait, leur réplication est initiée à un seul endroit, donc ici en haut du cercle. Donc vous allez charger deux fourches de machinerie pour la réplication, une qui va parcourir la moitié de chromosome dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'autre qui va le parcourir dans le sens des aiguilles d'une montre. Elles vont se rencontrer dans la région opposée, qu'on appelle le terminus, et ça va permettre de répliquer le chromosome. Et assez rapidement, et de façon assez intuitive, si une des fourches est arrêtée, ben la fourche, si vous arrêtez ici la fourche qui traverse dans le sens des aiguilles d'une montre, celle qui allait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, elle va s'arrêter dans la région du terminus, elle ne pourra pas aller plus loin. Du coup, vous allez avoir ici un quart du chromosome qui n'est pas répliqué. Et ça, vous vous doutez bien que c'est un sacré problème pour une cellule. Donc ça va au mieux conduire à de la stabilité génétique, voire à de la mort cellulaire. Et donc, ce qu'on a compris depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est que chez les bactéries, vous avez des systèmes, des protéines qui vont être dédiées à être capables de redémarrer, c'est-à-dire de détecter qu'il y a un problème de réplication, de résoudre le problème et de redémarrer la réplication. Et ça, on l'a beaucoup étudié chez les bactéries, on a compris beaucoup de choses sur la stabilité des génomes, qui sont également vraies chez nous, parce que je vous ai dit que beaucoup des systèmes, qui sont des principes fondamentaux qui sont vrais chez les bactéries, s'appliquent aussi chez nous. Donc on a compris beaucoup de choses, et surtout on est en train de se rendre compte que ce qu'on pensait chez nous, bah, c'est faux, et que nous aussi, en fait, on doit redémarrer nos fourches de réplication arrêtées, et nous aussi, on a besoin d'un certain nombre de ces voies de redémarrage qu'on trouve chez les bactéries. Et maintenant, chez les archées, comment ça se passe et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter de plus? Donc, je vous ai dit que déjà, elles ont des protéines qui ressemblent beaucoup aux nôtres. Donc du coup, on va pouvoir très probablement mieux comprendre comment ça se passe chez nous si on comprend
ce que font les protéines des archées. Et surtout, on a une situation un petit peu inédite, parce qu'elles aussi, comme les bactéries, elles font un chromosome circulaire. Il y en a certaines qui font exactement la même chose que les bactéries, qui le répliquent avec une seule origine de réplication. Où là, on se doute que si vous avez des arrêts de fourche, et ben, comme chez les bactéries, ça va être très problématique. Mais il y en a d'autres, et c'est le cas d'Allopherax volcani, où en fait, vous avez plusieurs origines de réplication sur un chromosome circulaire. Ça avait été jamais vu jusque-là. Vous aviez toujours un chromosome circulaire, une origine de réplication, ou plusieurs origines de réplication sur un chromosome linéaire. Mais vous n'aviez pas un chromosome circulaire avec plusieurs origines. Et donc ça pose la question de j'ai plusieurs origines de réplication. Est-ce que c'est comme chez les eucaryotes, finalement c'est pas grave si j'ai un arrêt? Ou est-ce que si c'est grave, et du coup j'ai des mécanismes de redémarrage? Et si j'ai des mécanismes de redémarrage, vu qu'on est chez les archées, qu'on a des acteurs protéiques qui sont comme nos protéines à nous, en plus simple, du coup on va pouvoir apprendre beaucoup de choses et mieux comprendre ces mécanismes complexes chez nous. Donc nous, on s'est attelé à essayer de comprendre ça, c'est-à-dire de voir est-ce qu'on a des voies de redémarrage chez les archées, et si oui, d'essayer de comprendre quels sont les acteurs, et est-ce que du coup ça peut nous renseigner sur ce qui se passe chez les eucaryotes, ou chez nous, chez l'homme, et notamment dans le cas de pathologie. Donc on s'est attelé à ça, donc en utilisant Allopherax volcani, et on a commencé par s'intéresser à une protéine en particulier qui s'appelle F. Elle a deux activités principales dans la cellule. C'est une protéine qui est capable d'ouvrir l'ADN, ou de débobiner un ADN double brin, ce qu'on appelle une activité hélicase, où elle est capable de couper l'ADN sur certaines structures particulières. Vous voyez ici, vous avez un double brin, puis un ADN simple brin qui sort. Quand elle voit ça, cette protéine-là, elle coupe l'ADN simple brin qui sort. Donc elle a une activité, ce qu'on appelle nucléase. Et pourquoi on s'est intéressé à cette protéine? Parce qu'il y en a une seule version chez les archées, il n'y en a pas chez les bactéries. En tout cas, on n'a pas trouvé de protéine qui faisait la même chose, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait non plus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que chez les eucaryotes, jusqu'à l'homme, il y a des homologues, c'est-à-dire des protéines qui sont extrêmement similaires et très probablement qui ont dérivé d'un ancêtre commun. Et chez les eucaryotes, vous avez 4 protéines qui agissent 2 par 2, qui sont impliquées dans la réparation de l'ADN. Et quand vous allez jusqu'à l'homme, vous avez 2 autres complexes qui sont impliqués dans ces mécanismes de surveillance du génome et qui, quand elles sont mutées, entraînent des maladies. Et là, vous voyez FANC-M, qui est vraiment la cousine de F. Et FANC-M, c'est une des protéines qui est impliquée dans la maladie cassante que je vous ai présentée au début, cette anémie de Fanconi. Donc du coup, on a un super outil. On a cette protéine qu'on a en une version pour essayer de comprendre ce qu'elle fait chez les archées. Et est-ce qu'elle fait, comme chez les eucaryotes, de la réparation de l'ADN? Est-ce qu'elle fait de la surveillance? Est-ce qu'elle fait du redémarrage? La question était ouverte. Donc on a pris Allopherax et on s'est dit, on va essayer de comprendre ce que fait cette protéine dans la cellule. Et on a fait des études génétiques. Et notre première étude génétique nous a permis de proposer un modèle qui nous dit, oui, F est bien en train de faire du redémarrage de fourche, comme on pouvait le supposer grâce à ce que font les protéines qui lui ressemblent chez l'homme. Et qu'en fait, chez l'archée, on a 2 voies de redémarrage alternatives. Donc, déjà, comment on fait pour faire ce genre d'études génétiques? Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la façon dont on peut faire du génie génétique chez les micro-organismes. En fait, pour le faire, quand je vous parle de génome, vous avez votre séquence ADN, et au sein de cette séquence ADN, vous avez des portions d'ADN, qu'on appelle des gènes, qui vont pouvoir être transcrits en ARN, une sorte d'intermédiaire, pour ensuite être traduits en protéines. Donc toutes les protéines que vous avez au sein de votre cellule, en fait, elles sont codées par votre ADN, par votre génome, sous forme de gènes. Donc au laboratoire, on possède des outils où on est capable d'aller modifier le génome. En l'occurrence ici, on est capable d'enlever cette portion d'ADN qui code pour la protéine F, ce qui fait que on va regarder une archée qui n'exprime plus cette protéine. Il n'y a plus cette protéine dans la cellule. On va regarder les conséquences que ça a sur son métabolisme. Et ça va nous dire ce que fait la protéine quand elle est présente. Donc on a fait ça avec F, on a enlevé
la protéine F, donc on a enlevé son gène, donc du coup il n'y a plus la protéine dans la cellule, et on était très déçus, parce que notre archée, elle se portait comme un charme. Aucun problème de croissance, aucun problème de résistance aux dommages à l'ADN. Donc on s'est dit, bon bah soit on a faux, ce qui est une des possibilités, soit il se passe quelque chose d'autre. Donc on est allé regarder les autres protéines, qui sont connues, qui étaient potentiellement, pouvaient être importantes pour la stabilité du génome. Je vous en passe, on en a criblé plein. Dans l'eau, il y en avait une qui s'appelait AJC, qui elle aussi est une endonucléase, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire des coupures dans l'ADN. On a enlevé toutes ces protéines-là, puis à chaque fois tout se passait bien. Et si vous enlevez AJC, ben, pareil, la cellule se porte très bien. Donc c'était de nouveau extrêmement un peu, on va dire, décevant pour nous. On s'est dit, bah, on va insister, parce que quand même il doit y avoir quelque chose, c'est pas possible. Et donc on a fait ce qu'on appelle des doubles mutants, c'est-à-dire qu'on a à la fois enlevé la protéine F et à la fois enlevé la protéine AJC. C'est-à-dire que là, la cellule, elle n'a plus aucune des deux protéines pour faire le travail. Et là, on était plutôt content, patatras, là, vous êtes carrément mort. C'est-à-dire que là, on avait enfin inactivé cette voie de redémarrage. Donc très probablement, on a fait d'autres tests donc, que je ne vous présente pas, pour arriver à proposer que c'est bien ça, c'est bien les arrêts de réplication, parce que par contre, une fois que vous êtes plus capable de redémarrer, bah, un seul arrêt peut être fatal pour la cellule. Donc du coup, si l'archée est plus capable de redémarrer, bah là, elle est morte. Donc on était content dans un sens, parce que ça allait, entre guillemets, dans le bon sens, c'était plutôt logique de se dire, bah, notre protéine, elle a effectivement un rôle essentiel. Par contre, on était coincé, parce qu'en tant que généticien, une fois que la cellule elle est morte, on ne peut plus faire grand-chose. Et là, ça a pris tout son sens que je me retrouve au laboratoire d'optique et biosciences, parce qu'une façon de continuer à travailler sur cette protéine, en fait, ça a été de regarder où elle est dans la cellule et d'essayer de comprendre ce qu'elle fait en la regardant. Et pour la regarder, eh ben, on a utilisé un outil, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette protéine, ça s'appelle la protéine verte fluorescente. C'est une protéine qui a été isolée de la méduse. D'accord? C'est une protéine qui est fluorescente. Donc le début de l'histoire sur cette protéine, c'est un chercheur japonais, Osamu Shimomura, qui travaillait sur cette méduse qui était fluorescente, qui était capable de devenir verte, en fait, et qui a compris comment se faisait cette fluorescence dans la cellule. En fait, c'était un phénomène à deux composantes, entre guillemets. La cellule crée de la lumière, produit de la lumière par bioluminescence, donc grâce à une réaction chimique. D'accord, elle fait de la lumière bleue, et cette lumière bleue va exciter cette protéine, qui du coup va émettre dans le verre. Alors on ne sait pas à quoi ça lui sert à cette méduse d'avoir ce système-là. Ça c'est encore, a priori, ça se déclenche quand elles sont en banc, et qu'elles sont stressées, mais on ne sait pas ce que ça leur apporte, ça n'a pas été résolu. Donc cette protéine a été découverte, d'accord ? Et pour une fois, pour la première fois, on a un objet qui est capable de produire de la lumière, et qui dit protéine, dit qu'elle est codée par un gène. Et donc là, entre en scène Martin Chalfie, un Américain, qui s'est dit, bah, si cette protéine elle est codée par un gène, si je prends le gène chez la méduse, et que je vais le mettre chez la bactérie, ou ici, chez un ver, c'est Neuralitis elegans, et ben je vais le rendre fluorescent. Et c'est effectivement ce qu'on est capable de faire maintenant. Tous les organismes qui peuvent être modifiés génétiquement, vous pouvez les rendre fluorescents. Donc lui, il a fait ça chez la bactérie puis chez le ver. Depuis, vous voyez qu'on est capable de faire ça chez la souris ou chez le singe. D'accord? Ensuite, un troisième chercheur, Roger Thiel, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, on a un outil puissant dans les mains, il faut qu'on comprenne comment elle est faite, cette protéine, quelle est sa structure, comment elle est capable de générer de la lumière, et ensuite on va pouvoir la modifier à façon et changer sa couleur en fait. Et du coup, vous voyez qu'il a été capable de faire des dérivés de cette protéine en la modifiant légèrement, et du coup de les changer complètement ses couleurs. Et on est capable d'une protéine qui était initialement verte, d'aller du bleu jusqu'au rouge. D'accord ? Ce que ça veut dire pour nous biologistes, ça veut dire qu'on va pouvoir étudier plusieurs protéines à la fois, on va pouvoir s'adapter en termes de longueur d'onde à nos cellules. Il y a certaines longueurs d'onde qui vont être toxiques, d'autres qui ne vont pas l'être, etc., etc. Donc ça a été un outil, c'est un outil formidable, la GFP. Ils ont eu
pour tout ça le prix Nobel de chimie en 2008. Et du coup, ça a été autant une révolution en biologie, parce que du coup, on est capable maintenant d'aller regarder des objets dans des êtres vivants. Donc du coup, on a une résolution spatiale et on a une résolution temporelle. On n'est plus obligé de tuer, et du coup de faire, entre guillemets, une sorte de focus à un moment donné figé dans le temps, mais on peut vraiment regarder des processus dynamiques. D'accord. Et du coup, ça a aussi été un boom pour toute la partie optique, parce que faut développer des microscopes, il faut des sources laser pour exciter ces molécules, pour réussir à récupérer l'émission de fluorescence et étudier tout ça. Donc dans mon cas, qui était purement biologiste, ça a pris son sens de me retrouver à côté de physiciens qui m'ont dit viens, on va... En plus mes archées sont petites, donc ils m'ont dit écoute, essaye et puis on verra bien ce que ça donne, on prêtera nos microscopes, on ira regarder et puis on verra. Donc du coup, me voilà partie, ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai modifié le génome de mon archée, et avant le gène F, je suis allée lui mettre le gène de la GFP. Ce qui fait que du coup, quand dans ma cellule, je produis une protéine F, en fait, elle produit une protéine F plus une GFP, cette protéine verte fluorescente, collée, de sorte que là où je vais voir de la fluorescence, ça me dira où est ma protéine F dans la cellule. Donc la chance que j'ai aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette protéine, pour être fonctionnelle, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Vous êtes obligé d'être dans un organisme qui pousse en conditions ce qu'on appelle aérobes, donc en présence d'oxygène, et heureusement dans notre cas c'était bon. Donc beaucoup de sel dans le cytoplasme de ma cellule, et ça n'a pas perturbé la GFP. Ça aurait pu être le cas, elle aurait pu ne pas aimer du tout, il y a un certain nombre de protéines, vous ne pouvez pas l'exprimer dans mon organisme. La GFP, ça ne lui a pas posé plus de soucis que ça, elle est assez robuste. Vous voyez, elle a cette forme de tonneau assez compacte. Donc du coup, pas de soucis. Et vous voyez que là, ce sont mes micro-organismes, des Halopherax, vivantes, sous le microscope. Et les points verts que vous voyez ici, ce sont des endroits où ma protéine localise. D'accord? Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que là, vous avez des cellules contrôle, c'est-à-dire qu'elles sont en train de proliférer auxquelles on ne fait rien. On leur donne ce qu'elles préfèrent à manger et on les met dans des bonnes conditions de culture. Et ici, on leur a fait ce qu'on appelle un stress réplicatif. On leur a arrêté les polymérases par une drogue. On n'a pas causé de dommages, mais par contre, les polymérases, elles ne peuvent plus continuer à avancer. Et ce que vous voyez, c'est que les cellules sont beaucoup plus grosses, et surtout, il y a beaucoup plus de points. Il y a beaucoup plus de ces foyers de fluorescence. Et l'analyse de ces cellules, ce que ça nous a permis de montrer, c'est qu'effectivement, notre modèle précédent, il était bien vrai. Ce par quoi ce qu'on avait conclu grâce à notre génétique, était vrai, et F est bien recruté aux fourches de réplication arrêtées. Quand vous faites beaucoup de fourches de réplication arrêtées dans la cellule, vous voyez que vous formez beaucoup plus de ces points où F vient s'accumuler. Donc ça paraît simple comme ça, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment on les regarde. En fait, pour les regarder au microscope, ce qu'on fait, c'est qu'on a une lame de verre. Sur cette lame de verre, on met une fine couche, une sorte de gelée, de l'agarose. On met nos cellules dessus, qu'on proliférait dans l'incubateur. On attend que la goutte, elle sèche, et puis ensuite, on va regarder ça sur un microscope. Donc là, c'est un microscope à épifluorescence qu'on appelle champ large. En fait, du coup, on va pouvoir voir beaucoup de cellules, parce qu'il va nous falloir beaucoup de statistiques si on veut être robuste dans ce qu'on raconte. Et ensuite, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a beaucoup d'analyses d'images. C'est pas si simple d'obtenir les images que je vous ai montrées, et c'est pas les images brutes qu'on sort du microscope. En fait, pour être sûr de pas louper de points dans la cellule, on fait plusieurs coupes, plusieurs plans focaux au sein de la cellule. Donc là, vous avez les 4 plans. Vous voyez que sur certains plans, on voit un point, mais parce que en niveau profondeur, ils ne sont pas forcément tout le long de la cellule. Ensuite, je suis désolée, on voit pas très bien avec les couleurs. On projette en 2D, et du coup, on est capable, après sur notre projection 2D, d'avoir l'ensemble des points de la cellule, indépendamment de où ils étaient au sein de la cellule. D'accord? Pour ne pas passer à côté d'informations. Et ensuite, on est capable d'analyser ça et de faire de l'analyse quantitative. Et de plus en plus, ce genre d'analyse, en biologie, c'est multidisciplinaire parce que du coup, ça fait l'appel à l'optique, ça fait de l'appel à l'analyse d'image, et surtout, vous voulez regarder un grand nombre de cellules pour être sûr que vous n'êtes pas en train de biaiser les résultats, ou vous parlez juste de la cellule qui avait beaucoup de points, mais finalement, c'était la seule sur des milliers que vous êtes en train de regarder. Donc l'ensemble de ces travaux, donc on a regardé un certain nombre de choses. Après, le nerf de la guerre, entre guillemets, c'est de le publier, c'est-à-dire de le rendre public. Et donc la première partie qu'on avait publiée là-dessus, c'était de dire que
notre protéine F, elle localise aux fourches de réplication arrêtées grâce à notre analyse génétique et ses foyers de réplication. Donc on avait un petit modèle très simple. Vous avez une fourche de réplication qui avance, vous avez un arrêt, s'il veut bien arriver, voilà. Et puis on recrute F, on ne sait pas ce qu'elle y fait, et on ne sait toujours pas ce qu'elle y fait. On sait qu'elle a besoin, je vous ai dit qu'elle avait deux activités. Elle était capable d'ouvrir l'ADN, elle était capable de le couper. On sait qu'elle a besoin de ces deux activités pour faire le redémarrage. Donc très probablement, elle se charge sur l'ADN et elle doit modifier quelque chose ici pour permettre que ça redémarre. Au final, ça redémarre grâce à cette protéine. D'accord? Donc elle a un rôle clé. Maintenant, reste à nous de comprendre qu'est-ce qu'elle fait réellement, moléculairement, aux fourches de réplication arrêtées. On ne sait toujours pas. Après, suite à ça, on s'est dit, voilà, faudrait qu'on comprenne ça. Pour comprendre ça, il faut faire un peu de biochimie, c'est-à-dire qu'il faudrait être capable d'extraire notre protéine, de l'isoler de toutes les autres protéines et de comprendre ce qu'elle fait dans un tube à essai. Sauf que je vous ai dit que nous, c'était un organisme halophile, 2 molaires sel, ce genre d'approches qui se font facilement avec d'autres organismes, elles sont assez compliquées, assez délicates. Donc on s'est dit, on va prendre le problème par un autre bout pour l'instant. Et de toute façon, ce qui nous manque, c'est de comprendre vraiment ce qui se passe dans la cellule. Parce que je vous ai dit, elle est aux fourches arrêtées, on a vu un certain nombre de petits points. En fait, on en a vu beaucoup des petits points, et on ne sait pas à quoi ils correspondent. On ne sait pas si ça correspond à toutes les fourches, à seulement une partie. Et on a surtout vu des points pendant que la cellule était en train de proliférer. Et ça paraissait relativement bizarre. Alors on sait qu'il y a des arrêts spontanés, mais il y avait l'air d'en avoir beaucoup. Parce que ça veut dire qu'au moins toutes les cellules, à chaque fois qu'on les regarde au microscope, elles sont en arrêt en cours, ça paraissait assez gros. Donc une des questions qu'on s'est posées, c'est finalement, en fait, c'est quoi la dynamique de réplication dans cet arché? Là, si vous regardez, si on a 3 origines de réplication, ça veut dire qu'on a 6 fourches, potentiellement. Est-ce qu'un foyer, quand on voit un spot de fluorescence, c'est 6 fourches, c'est plus, c'est moins? Ça, c'est des questions auxquelles on voulait essayer de comprendre, justement pour aller plus loin dans ces histoires de redémarrage et de compréhension. Et pour faire ça, vu qu'on avait prouvé qu'on pouvait utiliser l'outil de la GFP chez l'arché de façon pertinente, on a choisi d'aller fusionner à la GFP cette protéine de fixation à l'ADN simple brun, dont je vous ai parlé au départ. Donc elle va nous marquer, normalement elle va nous marquer les fourches de réplication. Et on va faire exactement la même étude. Et après on avait dans l'idée de pouvoir marquer cette protéine-là d'une couleur, F d'une autre couleur, et d'aller regarder l'interaction entre les deux. Sauf que on n'arrive pas à voir d'autres GFP, enfin des GFP d'une autre couleur que la couleur verte pour l'instant, et on ne sait pas pourquoi. On n'a pas dit notre dernier mot, mais pour l'instant, en tout cas, ça ne marche pas. En tout cas, si on s'intéresse à cette protéine, qu'on appelle RPA chez les eucaryotes, SSB chez les bactéries, vous voyez que, comme tout à l'heure, on voit des foyers de réplication dans les cellules contrôle. Là, ça paraît logique, puisque normalement, cette protéine, elle ne va pas nous montrer que les fourches arrêtées, elle nous montre aussi les fourches qui sont en train d'avancer. Donc là, c'est logique. Sauf que si vous vous rappelez les photos de F, ça ressemble étrangement. Donc finalement, on s'est dit suite à ça, en fait, peut-être que F, elle voyage avec les fourches de réplication qui ne sont pas encore arrêtées. Comme si la fourche avait une sorte d'outil qui voyage avec, prêt à réparer s'il y a un problème. Ça, on ne sait pas encore, hein. Mais c'est une des hypothèses. Vous voyez que si vous faites un stress réplicatif, comme on faisait tout à l'heure, en inhibant la synthèse de l'ADN, là, vous avez des cellules qui sont plus grosses, parce qu'elles n'aiment pas trop ça, elles arrêtent de se diviser, et puis vous avez plein de foyers. Et puis, comme cette protéine, elle marque aussi l'ADN simple brun, et que c'est un intermédiaire quand vous faites des réparations de l'ADN, on a vu que ça faisait, parce qu'on a appelé nous des méga foyers au départ. C'est-à-dire que vous voyez un gros blob fluorescent, ici. Mais on s'est dit, peut-être que là, on a un problème de résolution optique, et qu'en fait, on a toujours des foyers comme ça, mais on ne les voit pas. Ils sont trop proches les uns des autres pour qu'on arrive à les résoudre. Là encore, c'était super d'être dans un laboratoire où on a des gens qui sont experts en optique. Parce que quand je suis allée les voir avec ça, ils m'ont dit, pas de souci, on va faire de la super résolution. Et nous voilà partis sur un microscope dernier cri. Donc ça, c'est mon collègue Pierre Mahou, avec lequel j'ai collaboré pour faire ça, parce que toute seule, j'étais incapable de le mettre en place. Et vous voyez qu'avec une résolution standard, c'est ce qu'on voyait. Et en super résolution, on a descendu la résolution
à 100 nanomètres, ben, les petits foyers qu'on n'arrivait pas à résoudre, là on les voit très bien. Et en fait, effectivement, par contre, quand vous faites des dommages de l'ADN et que vous avez cette petite protéine qui se fixe sur l'ADN simple brun, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de petits foyers qui se forment dans la cellule, qui sont probablement des sites où il va y avoir réparation de l'ADN, et qui ont tendance à être plus petits que quand c'est de la réplication. D'accord, on a pu faire des analyses quantitatives. Donc là, ce que vous voyez, par exemple, ici, ce qui est représenté, c'est le nombre de foyers par cellule. Donc en conditions de contrôle, et les barres blanches, c'est quand on est en résolution normale, donc ce type de résolution. Et les barres bleues, c'est quand vous êtes en super résolution. Et vous voyez que... Alors quand on faisait du stress réplicatif, il y avait quelques foyers qu'on n'arrivait pas à avoir, parce que vous voyez qu'on était en moyenne 5 en résolution normale, et on arrive en moyenne à 8. Donc il y en a 3-4 qu'on n'arrivait pas à résoudre. Par contre, quand on fait des cassures de l'ADN, bah, à chaque fois, on en détectait un, parce qu'on voyait en fait cette espèce de méga foyers, alors que quand on était en super résolution, bah, on arrive à les résoudre très finement, mais du coup à dire qu'en fait il n'y en a pas un, il y en a 12, mais assez proches les uns des autres. Et du coup, on a pu mesurer par exemple la surface de ces foyers et voir qu'effectivement, ils sont un peu plus gros lors de la réplication que quand il s'agit de foyers de réparation. Donc du coup, on a appris pas mal de choses sur la dynamique de la réparation, sur la dynamique de la réplication, grâce à ces fusions GFP. On peut aller plus loin, et en fait, on peut même aller regarder la diffusion des molécules au sein de la cellule. C'est une technique qui s'appelle le FRAP, c'est-à-dire la récupération de fluorescence après photoblanchiment, en français. En fait, ce que vous faites, c'est que vous choisissez une zone, nous dans notre cas où il y a ces fameux points de fluorescence, et vous l'éclairez très fortement avec un laser. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire photoblanchir, c'est-à-dire que ça va inactiver la fluorescence des protéines GFP. D'accord? Donc dans cette zone-là, vous n'avez plus de fluorescence. Et en fait, vous regardez la capacité de la cellule à avoir de la fluorescence qui revient dans cette zone. Et comme on le fait à des petites échelles de temps, parce que c'est de l'ordre de la milliseconde, ou de la seconde, ça ne permet pas à la protéine de resynthétiser des nouvelles molécules. Donc en fait, quand vous récupérez de la fluorescence, ça veut dire que vous aviez des protéines fluorescentes qui étaient ailleurs dans la cellule, qui ont pu diffuser dans la zone que vous venez de photoblanchir. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si dans la zone où vous avez photoblanchi vos protéines, elles sont par exemple collées à la paroi ou elles sont collées à quelque chose et qu'elles ne diffusent pas, vous ne pourrez pas récupérer fluorescence. A l'inverse, si du coup elles sont en train de diffuser, il y a quand même une certaine dynamique, les protéines que vous avez photoblanchies elles vont partir, elles vont s'en aller, et vous allez pouvoir recruter des nouvelles protéines fluorescentes qui viennent d'à côté. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement on a cette dynamique-là. Donc ça veut dire que les foyers qu'on est en train de regarder, c'est pas des gros endroits où les protéines s'accumulent mais ne servent plus à rien. C'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui est en continuel renouvellement. Ça se renouvelle constamment. Et ça a la même dynamique que ça soit en réplication, que ça soit quand les fourches sont arrêtées ou quand l'ADN est cassé. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, c'est un processus, on est vraiment en train de regarder quelque chose de dynamique. On n'est pas en train de regarder quelque chose de complètement artefactuel. Et c'est même plutôt bien dynamique, reste à comprendre maintenant ce qui s'y passe. D'accord? Donc on est allé assez loin, ça pareil, on a pu aussi le publier récemment. Et maintenant, comme je vous le disais, on voudrait aller encore plus loin. Et pour aller encore plus loin, c'est réussir à regarder un peu tous ces acteurs ensemble et essayer de comprendre ce qu'ils font chacun, lequel arrive en premier et ce que chacun fait au niveau de la fourche. Et une des choses qui nous manque pour mieux comprendre la réplication de l'ADN et qu'on essaie de développer, ça serait le dernier outil qu'il nous faudrait, c'est de pouvoir marquer directement l'ADN néosynthétisé cette fois. Pas les protéines, pas les acteurs, mais l'ADN lui-même. Et pour ça, on est capable de le faire, ça se fait chez les eucaryotes et nous, on vient de réussir à le développer chez notre archée. En fait, vous remplacez la basse-T de l'ADN, vous empêchez l'archée de mettre sa basse-T dans l'ADN et vous remplacez la basse-T par un analogue. En fait, vous la forcez à faire ça. Vous l'empêchez de synthétiser sa basse-T, donc elle n'est plus capable de la synthétiser, il faut qu'elle la prenne de son milieu, et vous, du coup, artificiellement, vous lui remplacez dans le milieu la basse-T par un analogue. Ici, vous avez soit de la bromodéoxyuridine, soit de la iododéoxyuridine, et vous voyez qu'elle diffère par ces éléments-là, par le brome ou l'iode à la place de ce groupe CH3.
Et du coup, en fait, quand on la force à intégrer dans la cellule, après nous, on va pouvoir aller le détecter ça. Donc du coup, si vous êtes capable de faire une archée génétiquement modifiée, qui est plus capable de synthétiser sa base-T, et qui est capable d'incorporer soit le BRDU, soit l'IDU, en fait, ce que vous faites après, c'est que vous faites quelque chose que je trouve assez élégant, qui est une technique qui est beaucoup utilisée chez les eucaryotes, qui s'appelle le peignage moléculaire. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez littéralement peigner vos molécules d'ADN. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez plonger une lamelle qui a été traitée au préalable dans votre solution qui contient vos chromosomes. Et en fait, ils vont s'étirer. Leur extrémité va s'accrocher. Vous allez sortir la lamelle de l'eau et vous allez étirer vos molécules d'ADN. C'est fait de façon extrêmement contrôlée, ce qui fait qu'on connaît la distance de la molécule, à combien de paires de bases ça correspond. Donc si vous êtes capable de faire ça, donc c'est assez technique, si vous arrivez à faire ça, la dernière étape, c'est d'être capable de révéler votre ADN. Et si vous êtes capable de révéler l'ADN, de révéler votre analogue, ce fameux BRDU ou ce fameux IDU, quand vous superposez vos deux signaux, parce que vous voyez, c'est vos molécules d'ADN, et en rouge, les endroits où ça vient d'être synthétisé. Donc à l'échelle du chromosome, vous allez pouvoir voir la vitesse de réplication, s'il y a des pauses, si c'est répliqué partout, etc., etc. Ce qui sont pour l'instant des choses qu'à l'échelle d'une molécule d'ADN, chez les archées, on ne voit pas du tout. Donc là, je vous montre en avant-première, s'il veut bien. Alors là, ça, c'était inversé, c'est ce que j'avais notamment vu dans l'avion, mais que j'ai perdu. Donc là, vous avez le signal ADN, qui aurait dû être là. Donc là, vous avez une fibre qui correspond à un bout de chromosome d'Allopherax volcani. Les points verts, c'est les endroits, c'est l'ADN néosynthétisé. Et quand vous superposez, vous voyez que vous avez ici une fibre, où très probablement vous avez deux origines de réplication, une ici et une ici. Donc maintenant, il faut qu'on développe encore plus cette technique, on arrive à avoir des fibres de plus en plus longues, pour qu'à l'échelle du chromosome, ça ait un sens. Et donc on pose des questions que pour l'instant on n'a jamais vues chez les archées. On ne sait pas la vitesse de réplication. Chez nous, on la connaît, chez les bactéries, on la connaît, chez les archées, on ne sait pas. Donc on peut que faire des approximations en fonction de leur temps de génération, mais pour l'instant, c'est pas connu. Donc on espère qu'on va pouvoir répondre à ce genre de questions. Et puis du coup, derrière, nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours ces histoires de redémarrage. Donc on a F. On espère qu'avec notre génétique, on va pouvoir tirer sur la pelote par F, identifier un certain nombre de protéines, notamment par exemple les protéines avec lesquelles elles interagissent, donc les protéines avec lesquelles elle est aux fourches arrêtées. Donc comprendre les différentes protéines, aussi cette fameuse protéine HJC dont je vous ai parlé, comprendre quels sont les acteurs du redémarrage, et une fois qu'on a les acteurs, comme F, aller avec la génétique, avec notre outil de GFP, ou avec notre peignage moléculaire, essayer de comprendre physiquement ce qu'elles font à cette molécule d'ADN, ce qu'elles changent, et du coup comment elles font le redémarrage, parce que très clairement, il y a du redémarrage chez les archées, et très clairement avec des protéines qu'on retrouve chez l'homme, et où on sait que chez l'homme, quand elles sont mutées, elles donnent des pathologies graves, comme des prédispositions au cancer. Et un certain nombre d'entre elles, on ne sait toujours pas chez l'homme à quoi elles servent, donc on a très probablement un certain nombre de questions auxquelles on va pouvoir répondre grâce à l'utilisation des archées. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais remercier tous les gens qui ont participé à ce travail. Donc il y en a beaucoup, et vous avez les principaux ici. Florian Delpech qui était en thèse au laboratoire, qui a fait toute la partie sur RPA. Vous avez Johan qui est en thèse actuellement, qui a fait toute la partie peignage moléculaire, et Pierre que vous avez vu qui a fait de la super résolution. Emmanuel et Marie-Claire qui font aussi de l'optique. Marie-Claire, ça a été la première chercheuse assez folle pour quand j'ai fait mon premier séminaire en disant j'ai bien envie de faire des fusions GFP. Elle m'a dit écoute, tes trucs sont tout petits, le signal il va être tout pourri, mais si tu veux, je te prête mon microscope et on va voir ce qu'on peut faire. Et ça a été notre premier papier. Et puis Anou Minicaleo qui est le chef du groupe. Donc tous mes collègues du LOB. Pareil, ce que j'avais rajouté, que du coup j'ai perdu en même temps que mon disque dur, c'est de remercier mes deux collaborateurs, Catherine Marineke et Olivier Accard, qui sont à l'I2BC à Gif-sur-Yvette, et qui sont eux avec lesquels on collabore pour le peignage moléculaire. C'est une technique qui est extrêmement compliquée et délicate à acquérir, et donc c'est eux qui nous aident
au quotidien pour réussir à faire ça. Bien entendu, tous mes collègues du LOB, et puis nos 3 tutelles, l'X, le CNRS, l'INSERM, et enfin vous pour votre attention, en espérant que du coup vous êtes convaincus que les archées valent la peine d'être étudiés et gagnent à être connus. Merci. C'est très intéressant votre exposé. J'ai 2 ou 3 questions qui sont un peu précises. Une question, c'est quand vous remplacez une base T, dans une base T, quand vous remplacez un radical hétérogéné par un bro ou un iode, ça marche quand même. Le reste, de la réplication d'ADN et tout ça, ça vous aide, vous pouvez, comment dire, juste le suivre, mais pour le reste, le fonctionnement elle-même. Alors, ce qu'on voit, c'est que ça ne lui pose pas trop de problèmes au départ. Mais effectivement, au bout d'un certain nombre de générations, on voit qu'il y a un ralentissement de la croissance. Donc, ça ne lui plaît pas trop dans l'absolu. Effectivement, vous avez raison. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se met dans des temps assez courts où, a priori, ça ne pose pas encore de problème pour justement pouvoir vraiment regarder quelque chose d'assez physiologique. Parce qu'elle n'est pas, vous avez raison, c'est pas très stable dans le temps, elle n'est pas capable de gérer ça sans doute. Parce qu'il y a une question sous-jacente là qui est qui est beaucoup plus vaste, qui est pourquoi ces quatre bases là quoi. Tout à fait. Donc c'est important si on prend une base, si on la remplace un petit peu, est-ce que ça marche quand même? Non, c'est pas toléré. Et ce qu'on sait aussi, c'est que chez les archées, quand dans l'ADN, entre guillemets, la polymérase se trompe et met un U à la place d'un T, comme c'est le cas dans l'ARN, et ben en fait ça crée des problèmes et il y a des mécanismes de réparation pour détecter ces U et les remplacer par des T. Donc non, elle aime pas ça et du coup on peut pas remplacer un T par un U dans l'ADN de façon pérenne. Oui, j'avais une autre question. Ah oui, j'ai pas bien compris comment on fait pour coller une protéine F avec votre protéine fluo. Avec la GFP? Oui, en fait, du coup, vous prenez le... techniquement, enfin pas trop technique quand même, mais comment on fait pour être sûr pour être sûr après que votre fluo c'est au bon endroit. Alors ça, c'est... donc on a les outils pour être capable de cibler, d'aller rajouter de l'ADN à une séquence particulière, à un endroit particulier dans le génome. En fait, il faut choisir... on choisit des endroits qui sont similaires. On peut le faire par synthèse. Je sais pas comment l'expliquer de façon assez simple. Mais en gros, on va synthétiser en laboratoire dans une petite navette, donc une toute petite molécule d'ADN, un plasmide. Donc tu fais que quelques milliers de paires de bases, donc on est capable de très bien manipuler en labo. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce qu'il y a avant le gène F, ce qu'il y a après, et on ajoute le gène de la GFP dedans. D'accord? Donc on a ça sur notre plasmide. Donc en fait, on a un bout du chromosome, la protéine GFP qui n'existe pas, et le reste du chromosome. Et en fait, après, on le rentre dans l'archée, et on a des systèmes qui vont faire qu'elle va remplacer la version qui est sur le plasmide dans son chromosome. J'ai pas de schéma, mais je ne pas que de schéma avec moi. En fait, elle va vraiment remplacer, c'est-à-dire qu'elle va reconnaître les régions qui sont identiques, et du coup, elle fait ce qu'on appelle de la recombinaison, c'est-à-dire qu'elle échange en fait les molécules d'ADN. Et du coup, concrètement, ça permet de faire rentrer ce que nous, on avait modifié, c'est-à-dire le gène F avec avant le gène de la GFP. Et de façon très ciblée. C'est-à-dire que ça se fait exactement à l'endroit où on veut. Et après, de toute façon, on a des outils de séquençage pour, une fois qu'on l'a fait, normalement, c'est la seule chose qui peut se produire, d'aller vérifier que ça s'est bien fait au bon endroit. Après, ce que je ne vous ai pas dit, c'est le problème, c'est que vous mettez un sacré boulet au pied de votre protéine, parce que la GFP, c'est une grosse protéine. Par exemple, la protéine F, elle fait 80 kg Dalton, c'est son poids. La GFP, elle en fait 30. Donc vous lui mettez quand même un sacré gros boulet au pied. Donc quand vous faites ça, pour être sûr que ce que vous êtes en train de regarder, c'est quelque chose de physiologique, c'est ce que fait la protéine d'habitude, il faut que vous soyez capable de vérifier que votre protéine, avec son boulet au pied, elle a toujours l'air de faire le boulot. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la GFP on a fusionné F à la GFP, et ensuite on a enlevé cette fameuse protéine à JC. Si notre protéine F n'était pas fonctionnelle, on tuait la cellule, puisqu'on a montré que si vous n'avez pas ces deux protéines, vous êtes morte. Et nous, quand on enlève AJC en présence d'une protéine F fusionnée à la GFP, tout va bien.
Donc a priori, F est toujours capable de faire son redémarrage de fourche tel qu'elle le fait quand elle n'a pas son idée au pied. Juste une toute petite chose, simplement, le photo-blanchiment, c'est définitif? Oui. D'accord. Donc, Une, c'est sûr une- que c'est une bonne- Ah voilà, une GFP ne peut pas se remettre de son photo-blanchiment. Donc là, on est obligé de resynthétiser. C'est pour ça que c'est sûr que si on récupère de la fluo, c'est bien une GFP ailleurs. Moi, je vais poser une question d'autre, mais je ne veux pas comprendre en quoi cette recherche aide à comprendre le cancer. On pourrait, voilà, le lien avec le cancer. Alors, le lien avec le cancer, c'est que par exemple, la protéine F qu'on étudie, elle a une protéine qui est extrêmement similaire chez l'homme qui s'appelle FANC-M. Elles sont cousines. FANC-M, on ne sait pas ce qu'elle fait chez l'homme, mais on sait que quand elle n'est pas fonctionnelle, elle est impliquée dans une maladie qu'on appelle l'anémie de Fanconi, où une particularité de ces patients, c'est d'avoir une prédisposition au cancer. Donc ce qu'on sait, c'est que ce type de protéines, sans qu'on sache ce qu'elles font exactement, quand elles ne sont pas fonctionnelles, elles n'arrivent pas à garantir l'intégrité de notre génome, et du coup ça va conduire à du cancer, parce qu'en fait ça va conduire à une prolifération cellulaire incontrôlée en fait. On va accumuler des mutations et ça va faire des cellules cancéreuses. Sauf qu'en fait, il y a un certain nombre de ces mécanismes qu'on constate, mais qu'on n'a pas encore compris. Et donc l'intérêt de ce genre d'organisme, c'est d'essayer de comprendre les bases moléculaires de ces mécanismes-là. Et comme elles sont moins complexes, comme on peut les manipuler, moi je peux faire tous les mutants que je veux, je dis que je les ai dans mon congélateur, mais il n'y a pas de problème. Donc du coup, très probablement, on va pouvoir apprendre un certain nombre de choses. D'accord. Et après, éventuellement ou pas, hein, on n'est pas garanti. C'est aussi tout l'enjeu de la recherche fondamentale, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais a priori, ça se trouve, on va tomber sur un rôle de F qui n'est pas du tout celui qu'elle a au sein des eucaryotes, ou on va tomber sur quelque chose qui est extrêmement spécifique aux archées. J'espère qu'avec tout ce que je vous ai montré sur les archées, indépendamment du fait que ça peut servir d'organisme modèle pour comprendre la stabilité du génome chez l'homme, indépendamment de ça, on a besoin de comprendre de toute façon comment fonctionnent ces organismes. Donc, je vous dis que c'était dans l'intestin. Si on s'aperçoit que les méthanogènes, finalement, c'est pas bon et qu'il faudrait qu'on soit capable de les inactiver, les archées, la plupart du temps, ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Parce qu'elles n'ont pas les mêmes parois, etc. Si on arrive à trouver une cible qui va permettre d'arrêter la prolifération des archées, ça pourra nous être utile dans un environnement, dans un futur proche. Ou pas. J'avais un peu la même question, je raconte ce que vous avez dit, parce que la question que je vais poser par rapport au cancer, que l'on parle des cancers en général, c'est pas le cas d'un mécanisme de régulation et de prolifération de cellules qui n'est plus régulé par le mécanisme genre apoptose, je ne sais quoi. Et là, comme vous avez répondu à William, vous avez effectivement, parce que ce qui me choque quand je me pose la question, vous avez présenté au début votre exposé, on parle plutôt de cassure, hein, on dit. Hein, au début, c'est que vous présentez des cassures. Alors effectivement, que ça vous avez un peu raconté, mais je n'ai pas saisi les détails, c'est que malgré, derrière ce mécanisme de cassure, vous voyez effectivement, quelque part, un mécanisme de prolifération cellulaire. Tout à fait. En C'est fait, le contraire avec l'idée, tout est cassé, en gros, c'est une cellule qui meurt, et puis c'est tout, quoi. Donc ça, c'est pas la prolifération. alors après, quand on vous montre les photos comme ça, c'est pas l'intégralité des chromosomes de ces patients qui sont comme ça, en fait. Mais il y a un sous-ensemble de leurs cellules. Si vous voulez, ils accumulent beaucoup plus de cassures. Ces cassures-là, vous les voyez quasiment pas dans un individu sain. C'est quelque chose qui se produit très très peu, alors que chez ces patients, ça va se produire de façon beaucoup plus fréquente. Et donc du coup, ce que ça nous dit, c'est que justement, vous avez un lien. Quand vous n'êtes pas capable de garantir l'intégrité de votre génome, vous n'allez pas juste casser vos chromosomes et mourir en fait. Les cellules font pas ça. Elles arrivent dans un certain nombre de cas parce que vous accumulez par ailleurs. Les cassures, c'est le côté très drastique de leurs problèmes, mais ils ont des problèmes intrinsèques de réparation. Ils accumulent beaucoup plus de mutations que les cellules normales. Et donc ils vont finir par accumuler des mutations dans des gènes qui du coup empêchent, normalement quand ils sont là dans des protéines, pardon, qui empêchent la prolifération cellulaire, et qui donc là vont arrêter de faire ce travail,
et donc vont permettre aux cellules de proliférer malgré le fait qu'elles sont en train d'accumuler des mutations et qu'elles sont même pas capables de réparer leur ADN ou de le répliquer correctement. Ah, c'est assez rare, hein, et il y a différents types de maladies cassantes. Je vous ai donné l'anémie de Fanconi, il y a le syndrome de Bloom, par exemple, il y a d'autres syndromes comme ça. Et de toute façon, malheureusement, les patients, ils ont beaucoup d'autres pathologies. Une question, est-ce que ces problèmes des grammes de cassure, on a des choses naturelles dans l'ADN, lors de la méiose, par exemple, ou lors des transposons, il y a des mécanismes de cassure, de déplacement des gènes, finalement, et là, ça se passe bien. Est-ce que c'est un rapport, ce genre de problématique, avec Alors, on sait pas, mais ça pourrait, vous pouvez imaginer, parce qu'on sait qu'en fait, vous parlez de la méiose. Donc la méiose, c'est le moment où nos cellules vont aller former les gamètes. Et donc vont réduire en ADN. Et pour être sûr que chaque cellule gamète va avoir les bons chromosomes, le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Au moment où ils sont répliqués, on fait des nœuds entre les chromatides, ce qu'on appelle des crossing over. Et ces crossing over, pour faire ces nœuds, en fait, il y a une molécule qui vient casser l'ADN. Ça permet de faire les nœuds, et après on résout les nœuds, mais de façon correcte. Et très probablement parce que c'est pas viable, donc nous on l'a jamais vu chez l'homme, mais il y a ce genre de mutants, par exemple chez la levure, il y a des mutants où en fait, soit vous cassez mal l'ADN, parce que vous avez fait une modification, une mutation sur cette protéine qui va couper, et donc vous vous mettez à le casser beaucoup plus que nécessaire, par exemple. Donc là, derrière la levure, elle s'en sort pas. Ou alors vous avez des problèmes dans les mécanismes de réparation de ces nœuds. Et là, aux cellules filles, elles vont hériter de tout et n'importe quoi avec des patchworks d'ADN. Qu'on ne le voit pas chez nous, parce que chez nous, on est capable de voir que, en gros, les mutations qui permettent quand même d'avoir un individu viable, et avec tous les problèmes éthiques qu'il y a derrière, mais très probablement, c'est quelque chose c'est des mécanismes qu'on a aussi dans nos organismes et qui sont essentiels. Je sais pas si ça répond à votre question. Donc, nous, en fait, il y a plein de choses qu'on a, mais on n'a pas autant de mutants, et heureusement, pour étudier tous les entre guillemets, dysfonctionnements de toutes ces voies moléculaires, et c'est ça qui nous a aidés, c'est ça qui nous a permis. C'est pour ça qu'on a beaucoup progressé chez la bactérie, parce que chez la bactérie, on a pu faire tout un tas de mutants. Bon, là, c'est plus un détail technique. La molécule, la fluorescente, là, le centre qui l'UNES, c'est quoi? C'est une apportée de transition? C'est une? Un atome de transition, le centre qui l'UNES dans la... Alors, c'est 3 acides aminés. C'est des acides aminés? Oui, le chromophore, il est formé de 3 acides aminés. Alors, c'est une sérine, glycine, thréonine. Et la glycine qui est au milieu, en fait, la plupart des mutants qui ont été obtenus où on a changé le spectre, on a modifié soit la sérine, soit la thréonine, mais vous ne pouvez pas toucher à la glycine. On a 20 acides aminés, mais la glycine ne peut être que la glycine, vous pouvez la changer en n'importe quel autre des 19 acides aminés, il n'y aura plus de fluorescence. Si vous n'aviez pas à disposition les archées, ce serait comme d'ordre de grandeur plus difficile de tenter quand même cette étude sur toutes les variétés que vous avez montrées. Ce serait beaucoup plus complexe. Alors ça se fait chez la levure par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se font chez la levure qui est pour le coup directement un organisme eucaryote. Et souvent les gens me disent mais pourquoi aller travailler chez les archées alors qu'il y a la levure. Chez la levure c'est encore un niveau de complexité. Malgré le fait que ça soit des micro-organismes assez importants. Et vous avez la problématique en fait d'avoir une molécule d'ADN linéaire, non pas circulaire. Ça pose un certain nombre d'autres problèmes au niveau des bouts pour les répliquer correctement, ce qu'on appelle nos télomères. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont spécifiques aux télomères et qui ajoutent en complexité que du coup n'ont pas les archées. Bon, je pense, moi il y a vraiment les deux aspects. Il y avait ce côté environnement, le fait qu'elle soit nouvelle, le fait qu'il va peut-être émerger des outils biotechnologiques qu'on ne connaît pas. Les archées halophiles, elles sont pas mal utilisées dans l'industrie. Parce que par exemple, si vous les utilisez pour produire des bioplastiques,
notamment, bah, Domonercède, il n'y a pas grand nombre d'autres qui poussent. Donc du coup, ils n'ont pas de problème de contamination. Ils peuvent faire des cultures à grande échelle. Quand vous faites ça avec colis, ben, régulièrement, vous devez tout jeter parce que ça a été contaminé. Avec Allopherax, il n'y a pas trop de soucis. Donc c'est aussi un outil biotechno, mais surtout sur le redémarrage, on a vraiment une situation inédite avec ces plusieurs origines de réplication, un chromosome circulaire, donc vous êtes un truc très hybride une situation très hybride entre les bactéries. Donc moi je viens du monde des bactéries, j'ai fait ma thèse sur le redémarrage des fourches chez colis. Et puis ce que vous allez pouvoir avoir chez les eucaryotes avec une molécule linéaire mais plusieurs origines de réplication, donc ça pose vraiment un certain nombre de questions inédites. Je vous ai passé un ordre de complexité qui est que elle a son chromosome, donc cette molécule circulaire, elle l'a en 18 fois dans son génome. Elle l'a 18 fois dans la cellule. 18 copies identiques. On ne sait pas pourquoi elle en a 18. On est capable de faire de la génétique parce que si vous modifiez une copie, en fait, la cellule ne tolère pas d'avoir des copies différentes. Donc vous rentrez dans une copie et elle va s'arranger pour propager ça et que les 18 copies à la fin soient la même. Donc si vous êtes capable de sélectionner, bah, vous allez récupérer le mutant qui vous intéresse. Ça dépend au code correcteur d'erreur. Donc ça, on ne sait pas du tout. On voit que c'est un mécanisme actif parce que c'est trop rapide pour que ça se fasse juste de façon passive. Mais on ne sait pas du tout ce qui est derrière. Donc ça, je pense que c'est autant de choses. Après, bah, le problème, c'est que voilà, c'est des organismes qui ne sont pas très connus. Il faut développer les outils. Il y a un peu plus de challenge. Dans une archée, il y a combien de chromosomes? Alors ça dépend des archées, mais chez beaucoup d'archées, vous en avez plus. Alors en fait, on en a un, Oui. une molécule circulaire, mais présente en plusieurs copies. Parce que nous, quand vous avez par exemple une paire de chromosomes, vous avez 2 copies qui sont pas tout à fait identiques. Elle, c'est différent parce que c'est exactement la même copie. Donc c'est un chromosome comme les bactéries, mais par contre, présent 18 fois, et on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de plasmide. Il y a des plasmides aussi. La Allopherax, au naturel, elle en a 4. Bon, c'est des Qui portent des gènes. Alors, du coup, on les appelle plasmides parce qu'a priori, c'est pas des gènes essentiels. Donc, elles peuvent se séparer des plasmides. Finalement, on s'est aperçu que la souche de laboratoire avec laquelle tout le monde travaille, un des plasmides, c'est intégré dans le chromosome. Et nous, on lui en a enlevé un pour justement pouvoir faire la génétique. Et pour pouvoir faire ces changements de génome. Donc, il en reste plus que 2. Une petite question toute bête. Il y a longtemps, j'avais appris qu'il y avait des bactéries dans la mer morte qui supportaient le sel. Alors, est-ce qu'en fait, ce sont des archées ou est-ce qu'il y a aussi des bactéries? Non, il y a aussi des bactéries. Il y a aussi des bactéries, mais c'est principalement des archées. Il y a aussi des bactéries, il y a aussi des eucaryotes qui ont des algues halophiles dans ces environnements. Merci cette conférence. C'est un domaine que je ne connaissais absolument pas, que je découvre. Je vous remercie. C'est dans les archées, il y a beaucoup de micro-organismes. Ça se compte en centaines, en millions. C'est la première question. La deuxième question, c'est dans le monde, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur ce domaine-là et sur d'autres types d'archées. Alors sur le redémarrage des fourches de réplication, beaucoup de gens. Pas beaucoup chez les archées, heureusement pour moi. Pour l'instant, j'ai pas trop de concurrence. Donc dites pas trop que c'est intéressant quand même. Chez les archées, il y a aussi pas mal de gens qui travaillent dessus. Vous avez il y a des équipes à Toulouse là, l'université Paul Sabatier qui travaille sur les ARN notamment. Il y a pas mal de gens et au niveau mondial aussi, il y a beaucoup de gens et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Après, ça freine aussi quand même un peu parce que c'est des organismes qui sont un peu particuliers, qu'on peut pas, ils sont assez difficiles à travailler en laboratoire. Pas tous. Mais il y en a de plus en plus et je pense que ça va se développer au fur et à mesure qu'on va comprendre l'impact qu'elles ont. Donc vous avez une question sur les archées dans l'environnement, c'est ça? Est-ce que c'est une population très nombreuse? Alors donc ça c'est des études qui commencent, c'est pas ma spécialité, mais elles sont pas forcément très nombreuses. Si on parle au niveau par exemple du microbiote, vous avez 10 puissance, alors que je me souvienne des chiffres, vous avez 10 puissance 11 bactéries. Quand vous avez 10 puissance 11 bactéries, vous avez 10 puissance 9 archées. Donc ça fait quand même pas mal.
Ça fait quand même pas mal. Et sur les exemples que je connais, je me souviens d'un chercheur qui travaille sur la nitrification des sols, qu'on pensait avant faite exclusivement par les bactéries. Et puis, vous me voyez arriver, finalement, il y a des archées qui sont capables de nitrifier les sols. Il a étudié leur impact. Si vous regardez le nombre d'archées, elles sont moins nombreuses que les bactéries. Si vous regardez l'impact qu'elles ont sur le phénomène de nitrification, elles sont beaucoup plus efficaces parce qu'elles ont des enzymes qui vont travailler à des concentrations beaucoup plus faibles. Et donc finalement, même si elles sont moins nombreuses, c'est elles qui ont l'impact le plus important. Donc ça, je me souviens de ce cas particulier. Ouais, j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont. Donc elles ont un impact non négligeable. Après, qu'on ne connaît pas bien, qu'on n'a pas encore bien compris. Donc c'est pareil, par exemple, sur notre microbiote intestinal. On est incapable de savoir à quoi servent les méthanogènes qu'on a, si tant est qu'elles servent à quelque chose. Parce qu'on pourrait aussi imaginer qu'on. Le nombreux, c'est en espèces. C'est en espèces et en nombre, les deux. En espèces, on... Vous avez quand même beaucoup moins de diversité d'archées au sein de notre microbiote que vous avez de diversité. Vous avez dit pour intestin les chiffres, le chiffre que j'avais, qui était un intestin de microbiote, c'est de ça, les athées. Et bon, apparemment, Ça peut être ça. oui, Bah, c'est 10 puissance 11 et 10 puissance 9. Ça fait que ça. Donc ça fait ça. C'est cohérent. Oui, c'est cohérent. Mais par contre, encore une fois, ceci, elles ont un impact absolument essentiel parce que c'est les seules à être capables de faire cette fameuse réaction de méthanogénèse qui est essentielle, j'en sais rien, pour dégrader des produits de certaines bactéries qui, elles, nous servent à assimiler les aliments. Bah, du coup, elles vont avoir un impact, même si elles représentent que 2%, qui est bien plus important que si vous considérez juste que c'est que 2% de... C'est nucléaire. Voilà, donc ça c'est... Mais on ne sait pas encore. Ce que j'ai lu, parce que du coup je me suis aussi posé la question, je me suis dit, il faut que je me remette à jour de ça, c'est qu'en fait, a priori, on aurait certaines méthanogènes qu'on retrouve spécifiquement chez des individus qui ont par exemple des problèmes d'inflammation chronique de l'intestin. Donc a priori, on a tendance à penser qu'elle serait peut-être plutôt avec un impact négatif. Mais très clairement, on les retrouve chez les individus sains. Donc est-ce qu'elle crée un déséquilibre? Est-ce qu'il y a un déséquilibre à un moment qui se fait via la communauté bactérienne et que ça joue sur ça, on sait pas. Et après, une dernière chose sur les archées que je vous ai pas dit, moi je vous ai montré un arbre à 3 branches avec les bactéries, les eucaryotes et puis les archées qui partent d'un côté. Et ça, en ce moment, c'est un vaste sujet de débat dans la communauté, alors principalement archée, mais plus généralement. Parce qu'en fait, on vient de découvrir les premières études, c'est 2015, des nouvelles archées qui s'appellent c'est le superphilum des Asgars. En fait, elles ont été isolées. Alors, quand on vous parle par exemple du microbiote ou de ces nouveaux isolements, on n'a pas vu les organismes en fait. On ne sait pas les cultiver en labo. Ce qu'on est capable de voir, c'est leur signature ADN en fait. On est capable de faire des prélèvements, de séquencer et de dire il y a l'ADN de tous ces organismes-là qui est présent, donc ces organismes sont là. Mais physiquement, vous n'en avez qu'une sous-population qu'on est capable de cultiver. Et ça, c'est vrai chez les bactéries aussi. Et donc chez les archées, ils sont allés faire des prélèvements dans un volcan au large de la Norvège à 3000 mètres de profondeur. Et dans leurs échantillons, ils ont remonté de l'ADN de nouvelles archées qu'on appelait les Asgars. Et en fait, pour la première fois, dans le génome de ces archées, ils ont trouvé des protéines que jusque-là, on considérait spécifiques des eucaryotes. Quand on dit spécifiques des eucaryotes, c'était des protéines qu'on ne retrouve pas chez les bactéries, et qui sont par exemple des protéines de trafic membranaire, pour faire rentrer une cellule du noyau vers le cytoplasme, des choses qu'a priori, chez un organisme qui ne possède pas de noyau, vous n'avez pas besoin. Donc au début, les gens ont dit... la communauté s'est cassée en deux, entre guillemets, s'est divisée en deux. Il y avait ceux qui croyaient, et puis ceux qui disaient, non, en fait, c'est de la contamination. Vous avez cru que le génome de ces archées contenait ces gènes-là, mais en fait, ils viennent de la crevette qui était juste à côté. Et informatiquement, quand vous avez fait votre séquençage, et vous avez reconstitué les génomes, c'était le gène de la crevette qui s'est retrouvé dans l'archée. Bon, moi, je vous avoue que je ne suis pas du tout compétente pour juger ça. Donc, je l'ai regardé avoir leur débat. Et ça continue, et plus ça va, plus ils retrouvent d'autres archées de ce phylum-là, plus elles ont des protéines spécifiques des eucaryotes. Donc vous avez toujours les gens qui y croient pas, vous avez les gens qui commencent à y croire très sérieusement.
Moi, je saurais pas trop quoi vous dire. J'ai quand même l'impression que ça tend vers ces fameuses archées. Par contre, la conséquence extrêmement importante que ça a, c'est ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, on n'a pas une histoire évolutive qui s'est séparée assez tôt, mais que finalement, en fait, on serait des anciennes archées. Et ça remet au goût du jour. On n'a toujours pas répondu à la question d'où vient la cellule eucaryote. On ne sait pas quel est d'où on vient de façon évolutive. Et un des scénarios, c'était alors nos mitochondries, c'est-à-dire nos petits compartiments cellulaires qui font l'énergie. Eux, c'est clairement des bactéries. Et donc, il y a ce scénario qui revient au goût du jour, qu'en fait, on aurait une archée, qui aurait mangé une alpha-protéobactérie, et que c'est ça qui a donné un eucaryote. Et ça colle relativement bien avec ce que je vous ai raconté jusque-là, qui est que les archées, je vous ai dit que c'était une version simplifiée d'un certain nombre de protéines qu'on a nous. Donc ça, il y a une certaine logique. Après, il y a d'autres questions, hein. On ne sait pas d'où vient le noyau. Les archées, elles ont des lipides très particuliers qu'on ne retrouve pas chez les eucaryotes. Donc est-ce qu'ils sont devenus... Mais voilà, ça remet au goût du jour ces liens évolutifs. Et du coup, ça rend nos archées encore plus proches de nous que ce qu'elles ne sont jusque-là. Il y avait un article, par exemple, qui était paru dans Le Monde, du coup, suite à tous ces travaux, qui disait que les archées étaient peut-être nos lointaines cousines, et finalement pas si lointaines que ça. Donc voilà, ça bouge. Moi, en enseignement, je donne un peu les deux scénarios aux étudiants en leur disant bah, rendez-vous dans 10 ans, puis peut-être que l'arbre à 3 branches que je vous montre, il n'existera plus, il n'y aura que 2 branches. Et puis bah, il y a une branche où vous allez le long des archées, vous avez certaines archées qui s'en vont, qui divergent, et au bout, à un moment, bah, vous avez un eucaryote qui apparaît, et qui était peut-être issu des Asgard qu'on a retrouvés. Alors la preuve irréfutable, ça serait de pouvoir justement avoir ces Asgard au laboratoire, de les voir proliférer et de s'assurer qu'effectivement, elles ont bien toutes ces protéines qu'on considérait jusque-là spécifiques, et surtout après, bah, d'essayer de comprendre ce qu'elles font dans ces cellules, pourquoi il y a du trafic membranaire alors qu'il n'y a pas de compartiment, donc à quoi elles servaient avant, etc. Et il y a certainement beaucoup de choses à découvrir, et par exemple, on sait que la division, il y a certaines archées qui utilisent les machineries qui nous permettent de faire des endosomes, donc des petits bouts de cellules qui vont partir. Bah, en fait, c'est ce mécanisme-là qui, chez les archées, leur permet de se diviser, et qui, très probablement après, chez les eucaryotes, au cours de l'évolution, a évolué et a servi à faire du trafic membranaire, mais initialement, en fait, il servait à faire la division. Donc c'est pas impossible qu'on comprenne un certain nombre de choses sur le rôle ancestral qu'avaient un certain nombre de protéines grâce aux archées. Ce sujet-là, je vois, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Eric Battès, de personnes. Là, quand on fait de la biologie, c'est un collab italien aujourd'hui. Oui. Alors, avec tout ce qu'on voit de mobilité des gènes partout, donc ça empêche de faire un arbre phylogénétique, puisque Il y a les transferts horizontaux, c'est ça? des transferts horizontaux, c'est tout le résultat de mutation. Donc en fait, Tout à fait. ça rejette complètement Lucas, le premier. Et c'est pour ça que du coup, le Cardos de voilà. 77, ça ne tient pas la route d'exposer ça à l'histoire, de reconnaître qu'il y a aujourd'hui des archées, des bactéries Ouais. et des eucaryotes, ne veut pas dire qu'est-ce qui s'est passé il y a donc Ah non. années. Et ça, maintenant, de construire un arbre phylogénétique qui soit représentatif de l'évolution de ce monde, il y a quand même une bonne partie de la communauté, dont Eric Battès là. Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est... Et puis de toute façon, c'est loin d'être une science exacte, entre guillemets. Effectivement, ça va dépendre de quel type de protéines vous prenez, de quel de gènes vous prenez, et c'est extrêmement complexe. Mais ça donne quand même une tendance et une idée des liens de parenté à l'échelle de l'évolution. Aujourd'hui. Mais si derrière, justement, là, le problème, c'est qu'aussi, on ne sait pas, on parle de protéines sans savoir ce qu'elles font. Si vous commencez à avoir un lien fonctionnel, vous voyez que telle protéine chez telle archée ou chez telle bactérie, hein, parce qu'on peut avoir des ancêtres aussi de protéines qui font des types bactériens, vont avoir la même fonction ou une fonction qui a évolué mais qui est similaire, ça donnera aussi des clés pour comprendre justement l'évolution.
On les voit. Ah oui, ou voir dans plus. Hein. Faut rester très modeste sur la pierre qu'on amène à l'édifice, tout à fait. Merci beaucoup.